Bonjour chers auditeurs et auditrices, amis de Facebook. Comme d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous durant les 2 prochaines heures. Nous allons avoir plusieurs invités. En l'occurrence, Maître Nada Boumfta. Elle sera de retour avec nous et cette fois-ci, elle va être sur Zoom. Vous pouvez nous envoyer vos questions par texto au 514 605 62 24 ou via Facebook. Et la programmation habituelle va continuer avec le docteur Jean-Yvon Pierre avec sa chronique habituelle « La santé, c'est richesse ». Pour le moment, je dis un bonjour à notre chroniqueuse sportive, Madame Tillus. Bonjour Madame Tillus, est-ce que ça va bien? Oui, bonjour Jean-Gary, bonjour aux auditeurs, auditrices et aux internautes. Et bonjour Hugues. Bonjour Hugues. Alors, dans le monde du sport, beaucoup de choses. Je veux d'abord parler de la relance de la MLS. Ça a débuté, comme on le sait, le 8 juillet dernier. Mais déjà, il y a eu des annulations de matchs, comme par exemple ce matin, le match qui devait opposer le Toronto FC contre le DC United a été annulé parce qu'il y a un joueur testé positif du DC United. Donc, ça cause un casse-tête. Déjà, le FC Dallas qui a été exclu du tournoi à cause des cas de COVID. Alors, ça cause vraiment pour l'organisation de la MLS un véritable casse-tête. Marlene, est-ce que tu crois que la MLS va se revirer, va se retourner sur un dissous et échanger le format du tournoi comme le mini-tournoi? Parce que s'il y a des équipes qui s'enlèvent comme ça, je crois que ça peut mettre le projet en péril. Ben moi, c'est la question que je me posais ce matin quand il devait avoir le match à 9h et puis qu'on nous annonçait que le match était annulé. Je me posais la question si ça va tenir jusqu'au 11 août, parce que s'il y a des joueurs, si à chaque fois ils doivent annuler des matchs et reporter à des dates ultérieures, donc on ne sait pas si ça pourrait durer ce tournoi. Donc ça sera au moins les dommages financiers sont quand même minimes. Surtout qu'ils n'ont pas de spectateurs à rembourser, vu que c'est fait comme à huis clos. Oui, mais en même temps, les saisons, je crois que pour les équipes, je ne sais pas trop comment ils pourraient gérer toutes ces situations-là. Quand je dis les équipes, c'est que ça comptait aussi pour la saison. Exactement. Les tournois, cette formule, donc ça sera à suivre. Ça veut dire qu'il y a 2 équipes qui ne font plus partie du portrait maintenant. En fait, le FC Dallas a été exclu et je crois bien Nashville, mais ce matin, le match a été annulé parce qu'il y a un joueur du DC United qui est testé positif. Alors, nous sommes rendus à 3 équipes qui sont exclues. Voilà. Donc, ils ont simplement mentionné que le match est reporté à une date ultérieure et puis c'est tout. Mais il y a quelques matchs qui ont été reportés depuis le début. Alors, je voulais par contre revenir au match de l'Impact. L'Impact a quand même disputé son premier match le jeudi 9 juillet. Mon Dieu, je me mélange dans mes dates. Alors, l'Impact a connu son premier match depuis le retour après 4 mois. Je pourrais dire que c'est un match qui est qualifié comme un faux départ pour l'Impact. Parce que à ce match-ci, on voyait qu'il manquait de cohésion. Je dois vous dire que l'Impact jouait contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et il a perdu. C'est une très bonne équipe aussi. Une équipe moyenne là. Mais Marlene, ils ont tous eu quand même le même camp d'entraînement, le même nombre de temps. Est-ce que tu penses que c'est un manque de préparation? Non. En fait, ils n'ont pas eu le même nombre de temps pour le camp d'entraînement. Quand je disais qu'il manquait de cohésion, manquait de motivation.
À la première mi-temps, on pouvait dire, bon, est-ce qu'ils étaient rouillés parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient pas entraînés. Il faut aussi noter que l'Impact était une des dernières équipes à pouvoir s'entraîner parce qu'ils attendaient le hockey de la santé publique. Du gouvernement du Québec. Oui, mais malgré ça, on voyait bien que, par exemple, avec la tactique de l'entraîneur, le 3-4-3, ce qui était positif, c'était les performances du gardien Clément Diop, du défenseur Louis Banks et de Victor Wanyama, le milieu défensif. C'était son premier match. C'est le nouveau qui est arrivé, oui. Par contre, ce qui causait problème quand je disais qu'il y avait un manque de cohésion, c'est que on a mis dans cette tactique 3-4-3 les deux milieux défensifs, Samuel Piette et Victor Wanyama. Et Samuel Piette, en le mettant du côté droit, c'est un joueur qui n'est pas rapide. On sait qu'il n'est pas rapide, on sait qu'il ne peut pas couvrir une grande surface. Et là, ce match-là, ça a apparu. Donc, déjà la deuxième demi, on voyait que ça allait mieux parce que on avait enlevé Okwanko, puis on a remplacé Zachary Broguillard. Donc, ça a aidé un peu Samuel Piette à performer. Mais tu sais, Marlene, Samuel Piette a comme pour faire un jeu de mots, il a toujours eu des piètres départs parce que ça lui prend toujours 3, 4, 5 matchs avant de se mettre en marche. On dirait que, je ne sais pas si c'est son gabarit ou c'est de la façon qu'il s'entraîne, mais ça lui prend toujours quelques matchs avant d'être à son plein potentiel. Alors, moi, je crois que ça va se corriger très rapidement. Oui, non seulement il est petit, il ne se déplace pas facilement. Contrairement à Victor Wanyama, oui, il a fait son entrée jeudi dernier. C'est un joueur qui est grand, qui est imposant et aussi qui est capable de couvrir de longues surfaces. Cette tactique-là, ce qui était difficile, c'est que ça a permis, bon, non seulement on a pu voir les failles, les difficultés de Samuel Piette, mais ça a eu un impact sur le défenseur Rod Fanny. Rod Fanny qui déjà a de la difficulté à être rapide. Oh, mais il est quand même âgé comme joueur. Oui, il est âgé, mais en même temps... comment je peux l'expliquer, c'est qu'il est âgé, on l'a même vu aussi au mois de mars, quand j'ai vu le match contre le Costa Rica, on voyait qu'il avait beaucoup de difficultés à suivre les joueurs adverses. Alors, il faudrait peut-être qu'il joue une position stratégique, surtout quand il est en défensive devant son but. Oui, mais avec un milieu défensif rapide aussi, ça pourrait aussi l'aider. L'aider. Un autre joueur qu'on a vu... Alors, excuse-moi, c'est comme mettre un Victor Mété avec chez Weber. OK, oui, on va dire. Okay. Un autre joueur qui était complètement effacé, qui était décevant, c'est Saphir Taider. Saphir Taider qui jouait au niveau latéral gauche. Ça a été un match vraiment très difficile pour lui. Je ne sais pas si au prochain match contre Toronto, on le verra sur le terrain. Même à la fin du match, Thierry Henry, lui-même, Saphir Taider disait qu'il avait connu une mauvaise performance et il l'a reconnu. Est-ce que c'est un manque de préparation? On sait que, comme tu disais au préalable, que ils n'ont pas pu s'entraîner en même temps que tout le monde. L'impact, surtout, l'ordre gouvernemental s'est fait un peu sur le tard. Mais on ne peut pas blâmer ça par un manque de préparation de la part de l'entraîneur Thierry Henry. En fait, moi, je voyais plus que c'était un manque de chimie, un manque de cohésion. Il faut que les joueurs aussi doivent s'habituer aussi aux tactiques de Thierry Henry. Thierry Henry, c'est un entraîneur qui mise beaucoup sur la défensive, parfois aussi sur l'attaque, mais il va falloir que les joueurs s'habituent à son style. Il me semble qu'en début de saison, l'Impact avait connu quand même un bon début de saison en MLS avec la tactique de Thierry Henry. Puis après, il y a eu comme un long moment, 4 mois sans préparation. Ça peut avoir
effectivement Mais un impact. tu sais mais aussi, il y a certains joueurs, peut-être, qui n'ont pas suivi à la lettre ou le programme d'entraînement qu'on leur a donné aussi pendant leur saison. probablement. Mais qu'est-ce qui explique le manque de motivation? Parce que jeudi, c'était très clair dans ce match-là. On ne voyait pas qu'ils étaient motivés, contrairement à la Nouvelle-Angleterre, à l'équipe adverse. Oui, la première demi, comme pour toutes les équipes, j'ai regardé le premier match Orlando contre Miami. Au début, ils étaient très rouillés. Ils étaient vraiment... La on voyait coordination qu'ils n'était pas là. pas là, mais Ouais. après ça allait. Mais pour l'Impact, on dirait que ça a continué même jusqu'à la fin. Contrairement à l'équipe adverse qui était très motivée, qui voulait, on sentait que l'équipe voulait gagner. Alors, j'espère que ce n'est qu'un mauvais départ. Une mauvaise journée au bureau. Oui, je l'espère parce que le prochain match, ça sera contre le Toronto FC jeudi prochain, le 15 juillet. Donc, j'espère qu'ils seront prêts. Marley, en parlant de tactique de Fanny, donc, quelle est la tactique de Thierry Henry comme telle? Est-ce que c'est un 4-3-3? C'est quoi? C'est 3-4-3? À ce match-ci, c'est un 3-4-3. Ok, ça veut dire deux milieux de défense. Il a mis deux milieux défensifs, oui. Mais habituellement, ça prend au moins un milieu défensif et puis un milieu offensif. Mais peut-être Oui, sachant que effectivement. l'équipe était rouillée, il voulait peut-être avoir plus de support à la défense. En même temps, je dois vous dire qu'à la fin du match, Thierry Henry ne voulait pas commenter sur ses tactiques. Parce qu'avec un défenseur comme moi, Wop Fanny, avec deux milieux défensifs en avant de lui, ça va être difficile pour lui. Ouais, c'est comme La j'avais dit saison tout à va l'heure. être très longue Effectivement. pour Fanny. Je Mais pense que ça c'était prend peut-être- vraiment un milieu défensif en avant. Ou dis-moi, peut-être que lui, peut-être que probablement à l'avenir, peut-être qu'il peut jouer comme un milieu défensif aussi. Ben, On c'était peut-être appelait ça à l'époque une sorte d'arrière central. Oui, mais c'était peut-être un test, étant donné que Victor Wanyama disputait son premier match. Est-ce que Thierry Henry voulait voir son potentiel? Je ne sais pas. Donc, On le connaît déjà, je pense pas qu'il est à évaluer. Victor Wanyama, oui, Ouais. c'était son premier match pour l'Impact. Oui, pour l'Impact quand Pour même. Il l'Impact. jouait quand même dans la première ligue là, en Angleterre. Oui, mais avec l'Impact, bon, c'est sûr qu'avec Thierry Henry, c'est vraiment une autre tactique. Alors, en mettant Samuel Piette et Victor Wanyama ensemble, on trouvait que ça causait problème parce qu'ils sont deux milieux défensifs et on voyait rapidement les failles, les difficultés de Samuel Il Piette. n'y avait pas de relance. Non, et on voyait tout de suite les difficultés de Samuel Piette. Exemple, il pouvait avoir le ballon et il le lançait, il allait carrément dans le milieu comme d'habitude. Comme à sa position, Sa position habituelle. habituelle. Alors, c'est peut-être un ajustement aussi, Marlene, qui s'est pas fait comme côté mental ou côté psychique, parce que Exactement. il est habitué c'est comme si tu prends un défenseur, tu le fais jouer à l'avant, mais son premier réflexe, c'est de défendre. Fait que même si qu'il est à l'avant, il va être le premier à faire un repli. Exactement. Alors, la mémoire musculaire de Samuel Piette a fait défaut. Alors, Oui. il a joué comme si que... Mais il était quand même au milieu, là. Oui, Il mais... est au milieu, mais pas à sa position naturelle. Donc, Dans ce Puis, cas-là, mais par contre- regarde, Samuel Piette, on a un choix avec lui. Milieu défensif ou milieu offensif. Bon, je dirais milieu offensif. Pour moi, j'enlève ça tout de suite. Mais non, il non, est il pas n'est pas rapide. milieu, non, voilà. Donc, Puis il ne peut pas couvrir il- une il grande a- il a de surface. Il a de l'endurance. milieu défensif. Bon, ça dépend des goûts. Il a de l'endurance, mais c'est... Mais moi, Il j'aurais est pas aimé rapide. voir Victor Wanyama seul, comme le seul milieu défensif avec un milieu offensif. Comme ça, tu n'as Pour pas à voir. réfléchir qu'est-ce Oui. que l'autre va faire, qu'est-ce que l'autre peut faire, parce que tu n'as pas à jouer avec, tu Eh ne bien, le connais pas. Les deux peuvent permuter aussi. Ben oui, absolument. Un match sur Non, deux, mais ça dépend. regarde, les deux milieux défensifs, c'est pas un problème. Là. Il suffit que lui doit permuter avec Victor, c'est tout. C'est juste ça Ben, qu'il a ça à faire. dépend de il comment- peut tricher pour aller vers le milieu, c'est pas un problème. L'autre aussi peut tricher aussi pour aller du côté gauche, du côté droit, c'est pas vraiment un problème. Là. Bon, ça dépend comment l'entraîneur voit les Regarde, choses. là, des fois, l'entraîneur, moi aussi j'étais coach, c'est-à-dire que comme entraîneur, on met les gens sur le terrain, mais arriver sur le terrain, c'est le talent qui parle. Il faut laisser Ouais. les joueurs exprimer leur talent. N'est-ce pas vrai, monsieur Hugues? Je suis d'accord avec toi.
Mais chaque personne doit mettre son talent individuel au profit de l'équipe. De l'équipe. Alors voilà, donc... Les Canadiens de Montréal, Marlène, c'est pour quand? Oui, alors pour la Ligue nationale de hockey, Oui. le camp d'entraînement va débuter demain, le 13 juillet, et les séries vont commencer le 1er août. Les 2 villes bulles qui ont été choisies officiellement sont Edmonton et Toronto. Donc, Edmonton va recevoir les équipes de l'Association de l'Ouest et Toronto, les équipes de l'Association de l'Est. Par contre, il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de ne pas participer à ce camp d'entraînement et même aux séries parce que vous savez, les joueurs ont signé récemment leur convention collective et dans cette convention, ça dit que les joueurs ne sont pas obligés de participer au camp d'entraînement et à la fin de la saison aux séries. Donc, il y a plusieurs joueurs pour différentes raisons ont annulé. Chez le Canadien, on attend toujours une décision pour Max Domi. Oui, mais Max Domi, c'est une question médicale présentement qui se place. On attend une décision. Et oui. on lui donne encore 10 jours pour être capable de... Ben, en fait, les médecins veulent évaluer sa capacité de poursuivre. Il est vraiment à risque. Oui. Il est à risque. Oui. Il y a aussi chez les Rangers Capo Caco. Aussi, c'est de la même, il vit la même situation. Mais il y a certains joueurs comme Amonique chez les Flames de Calgary qui a annulé parce que lui-même a une petite fille qui l'année dernière a eu des gros problèmes, qui était très malade, problèmes respiratoires. Alors il ne veut pas mettre sa famille à risque. Il y a Mike Green également. Donc il y a encore certains joueurs. Je sais que Mike Green s'est confirmé, il ne participera pas. Donc, on va voir au bout du compte combien de joueurs qu'on verra sur la glace. C'est la même chose au basket. Kawhi Leonard, il s'est même pas rapporté à son équipe. À la NBA, prétextant problème familial, mais je crois plus que... je crois que c'est son orgueil qui est touché parce qu'il y a certains bonus qui devaient avoir droit je pense que l'équipe ne lui ont pas versé. Alors, c'est sa réticence et je crois aussi qu'il a fait le voyage, mais il n'a pas fait le voyage avec ses coéquipiers. OK. Donc, mais pour la NBA, ça va commencer le 31 juillet, toujours à Orlando. Alors, on va suivre... Orlando, Mickey Mouse est vraiment très populaire pour toute la ligue. Oui, ben c'est parce que ça a lieu dans un complexe qui peut accueillir à peu près 26 disciplines sportives. Alors, une chance que ce complexe-là existe. Donc, voilà pour le hockey. La NBA, c'est le 31 juillet. Donc, on va suivre ça de près. Enfin, je veux parler de la boxe parce que cette semaine, il y a eu une nouvelle qui a choqué le monde de la boxe québécoise. Ben, choqué, entre guillemets, ils n'étaient pas contents. Non, la présidente, Ariane Fortin, elle n'était pas contente. Ben, en fait, la santé publique, avec le ministère de la Santé, ont affirmé que les sports de combat vont reprendre lorsqu'il y aura un vaccin. Donc, c'est... Je suis contre. Mais moi, je me pose la question, pourquoi? Parce que j'avais écouté Yvon Michel cette semaine qui disait, vous savez, lorsqu'il y a des combats, exemple à Las Vegas, parce qu'il y a toujours des combats, exemple Kim Clavel, la boxeuse québécoise, va boxer, va faire un combat. Exactement. À la fin juillet à Las Vegas. Mais ils sont soumis à au moins 3 dépistages. Mais regarde, dans le ring, il y a 3 personnes. Les 2 boxeurs et l'arbitre. Et les hommes de coin qui ont accès aux boxeurs. C'est simple. Tu n'as qu'à faire tester les 2 boxeurs et les hommes de coin et l'arbitre qui va faire le match. Mais tu sais, Hugues, ils sont tous testés. Aux États-Unis, ils sont tous testés. Oui, ils sont tous testés. Moi, je te parle pour ici au Québec. Pour ici au Québec. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu les testes avant le combat. Si c'est négatif, mais c'est facile, tu dis le combat a lieu.
Oui, absolument. Les personnes vont faire une précaution quelconque pendant les jours avant le combat pour ne pas se donner ce stress physique de camp d'entraînement sévère, déshydraté, comment on dit ça? Oui. Pour être capable de faire le poids. Alors, je crois que c'est une mauvaise décision et il y a beaucoup de carrières qui vont se terminer parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient prometteurs et qui n'auront pas la chance d'exercer le métier qu'ils aiment. Ce ne sont pas tous des Jean-Pascal, des Lucien Boutet ou même, on parle de même Adonis Stevenson qui a fait beaucoup d'argent. Ce n'est pas tous eux ou David Lemieux. Les autres, ce sont des... On parle de boxe amateur, on parle de boxe professionnelle, mais... Un an sans boxer, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je dois t'avouer que celle-là, je ne la comprends pas. Là. Moi non plus. Qu'il faut attendre un vaccin alors qu'il y a une possibilité de leur faire passer des tests. Si on me dit que c'est parce qu'ils sont en contact, ça serait la même chose pour le soccer. Regarde, Marlene, donc, il y a eu le sida, il y avait des tests, il y a eu toutes les grandes, la grippe espagnole, tout a été là pendant le domaine, pendant le milieu de la boxe. La boxe n'a jamais arrêté. Parce qu'on sait que c'est un sport de combat, alors faisons les tests au préalable. Regarde, Hugues, la preuve, il y a eu des combats de boxe jusqu'à tout récemment. Comment il s'appelle là? Takam s'est battu contre Forrest, l'Américain Forrest, jeudi dernier à Las Vegas. Il y a eu des combats aussi tout au long du mois de juillet et on n'a pas entendu de cas positifs chez les boxeurs. Mais qu'est-ce qu'il y a qui est plus de contact que le UFC? Oui. Et l'UFC continue il continue. Exactement. Il continue, puis il n'y a pas eu de cas COVID positif. Non, et en plus, eux, c'est vraiment du corps à corps. Là. Il n'y a pas de distance, c'est du corps à corps. Tandis que la boxe, il y a une distance. Une certaine distance, c'est ça. Alors, on verra si la santé publique va changer d'avis. Mais peut-être que la santé publique est malade. Non, mais je sais que les différents promoteurs et associations vont faire des représentations auprès de la santé publique pour faire valoir l'intérêt qui est le sport de combat. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, Marlene? Pour l'instant, dans le monde du sport, non. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses depuis plusieurs mois. Oui, mais il y a autre chose. Je crois que le Grand Prix de Montréal, c'est pas encore tout à fait confirmé. On en a parlé la semaine passée. Oui. Parce que là, on commence à mettre un petit peu de bâton dans les roues, là. Oui, pour la Formule 1, le Grand Prix de Montréal, on ne sait pas encore. Ça devait être au mois d'octobre, mais bon. Mais par contre, il y a eu un Grand Prix encore en Autriche et Lewis Hamilton était premier. Donc, alors, c'est un doublé Mercedes encore. Deux courses de suite et 2 fois, c'est Mercedes qui ont gagné. La dernière fois, c'était Bottas. Oui. Valtteri Bottas. Maintenant, c'est Lewis Hamilton. Alors, voilà pour le monde du sport cette semaine. Et puis, le hockey, ça commence quand, là? Comme je l'ai dit, c'est le 13 juillet. Le camp d'entraînement va... Ça a été repoussé au préalable. C'était supposé d'être ce vendredi, le 10. Mais c'est confirmé pour le 13. Et le 1er août, les séries vont débuter. Et ça sera jusqu'au début du mois d'octobre. Après ça, je crois qu'ils ont 2 mois de pause. Et vers le 1er ou le 3 décembre, la saison va recommencer. La saison 2020-2021 Et aussi, nous savons que la Ligue nationale a entériné l'entente pour que les joueurs puissent participer aux Olympiques. Alors ça, c'est déjà une très, très, très bonne nouvelle. Oui, exactement. Parfait. Parce que Bettman, il veut conquérir la Chine parce que c'est très payant. Parce qu'on a vu comment que le basketball est devenu encore plus stable financièrement à cause des intérêts chinois. Exactement. Voilà. Alors... Député fédéral demeuré merci, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous.
le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord.
monter la joie bouillon. De retour sur les ondes du 1570 AM CJLV, Radio Vertière bien sûr. Monsieur Vladimir, comment vas-tu mon cher ami? Allô Gary, Hugues, Marlene, bonjour auditeurs, auditrices, ainsi que nos internautes. Salut, je vous écoutais, je voyais que vous parliez de comment il s'appelle le joueur de tantôt, Hugues, tu parlais de lui Max Domi? Non, c'était-tu Domi? Non, le joueur de soccer qui... Samuel Piat. Ouais, qui a fait pied de figure, ça a l'air? Ben, c'est parce qu'il n'était pas à sa position. C'est pour cette raison que j'ai profité de l'occasion de faire un jeu de mots avec son nom. Comme d'habitude. Écoute, plusieurs choses dans l'actualité. Tantôt, on va parler avec une avocate par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'on pourra peut-être commencer à en débattre entre nous en attendant que Maître Boumefta se joigne à nous. Est-ce que vous avez suivi l'actualité cette semaine de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe dans le monde du showbiz? Ah, le showbiz québécois. Le showbiz québécois et pas en COVID. Non, effectivement. On a du stock. Ben, il y a beaucoup de stock. L'affaire Safia Nolin, Marie-Pierre Morin, Safia Nolin, chanteuse, auteure, compositeur, je crois aussi, interprète, puis Marie-Pierre Morin, figure de proue, animatrice bien connue. Elle fait beaucoup de publicité. Exactement. Avec Buick et L'Oréal. La compagnie de lunettes aussi. Ouais. Et puis, c'est une ancienne pas de Love Story, mais d'Occupation Double. Je ne me rappelle pas c'est de quelle année, mais quand même connue depuis quelque temps, bien positionnée. Marie-Pierre Morin, c'est l'ex du joueur de hockey de Brandon Prost. Malheureusement, l'ancien numéro 8 du Canadien de Montréal. Canadien de Montréal qui s'est rendu dans l'Ouest, si je ne m'abuse. Ouais. Dans l'Ouest canadien. Mais je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Ben, regarde, Hugues, sont divorcés. Bon, ben, tu vois, moi, les potins. Ben, alors, on peut même changer son nom, là, au lieu de Marie-Pierre Morin, on pourrait dire Marie-Pierre, oh, mon Dieu. Morin. Oh, mon Dieu, Hugues. Puis, une histoire qui est arrivée il y a déjà 2 ans de cela, où Marie-Pierre était dans un spectacle de Safia Nolin. Et puis, par la suite, après le spectacle, Safia s'est rendue à la table de Marie-Pierre. Bon, ça commence à jaser. Marie-Pierre, semble-t-il, avait une coupe de verre dans la tête, comme on dit. Et puis, par la suite... On dit plus dans le nez. Hein? Dans le nez, bon, OK. Elle avait bu un coup, donc elle était un peu en gris. Je ne sais pas si elle était complètement saoule, mais... D'où vient Nez Rouge? Oui, Nez Rouge. Et puis, semble-t-il que, bon, par rapport aux aveux de Marie-Pierre, mais on va analyser la situation sur 2 angles, parce qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Et puis, d'après les informations divulguées par Safia, Marie-Pierre commençait à, entre guillemets, comme on dit, à la cruiser un peu. Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es quoi déjà? Est-ce que tu t'intéresses à ci, à ça? Et puis... Je pense qu'il parlait beaucoup sur que Safia avait perte de poids, elle était encore un petit... Exact, sur un peu le look de Safia. Parce que Safia, un petit peu avant, elle était un petit peu grassouillette, mais avec tous les programmes, bon, elle parlait de ça, jazzait, belle jazz comme on dit. Et puis,
tout d'un coup, on dirait que Marie-Pierre parlait d'une... Safia a dit qu'elle a fait des commentaires racistes. Elle parlait d'une noire qui était soit serveuse à la table, qui était frustrée, était fâchée parce qu'elle était noire. C'est ce que Mme Nolin a rapporté. Et puis par la suite, elle a commencé à parler. Moi, on dirait que Marie-Pierre Morin a dit, moi, je ne suis pas raciste parce que j'ai l'anus serré, petit, comme un Asiatique. Bon, je trouve ça... Ouais, ça fait un peu rire, mais en même temps, c'est déplacé. C'est déplacé. Qu'est-ce qu'elle connaît chez les Asiatiques à part du wonton, puis la soupe, puis le chicken wing? Faudrait lui poser la question directement. On présume qu'elle ne connaît pas grand-chose, mais on ne peut pas trop aller sur ce côté-là sans pour autant parler avec la principale intéressée. Alors, on va l'appeler? Ben écoute, c'est sûr qu'elle est en pause. Je suis pas certain qu'elle veut... Elle a perdu, je pense, la plupart de ses contrats de commanditaires. Ben effectivement. Ouais. Parce que pendant que tu viens de parler des commanditaires Hugues, les commanditaires disaient surtout c'était tolérance zéro par rapport à des commentaires de ce genre. Elle-même, cette semaine, elle a pris une pause sur sa carrière pour aller en thérapie. On lui a donné une pause. Bon, en quelque sorte, une pause forcée. Yeah. Et puis... elle commençait à cruiser Safia, d'après les dires de Mme Nolin. Et puis par la suite, on dirait qu'elle l'a mordu sur la cuisse. Donc, elle a fait un bleu. Mais l'ironie du sort, par contre, le lendemain, Safia a fait une photo, lui a envoyé, et elle a écrit le mot LOL, communément appelé LOL. Ah ouais. Moi, c'est surtout ça, pourquoi je veux... Et elle lui a dit, je pense, moi j'aurais dit à sa place, ça fait pas si mal que ça, ma poulette. Une cuisse mordue. Bon, en tout cas, ça par contre, c'est ce côté-là un petit peu mystérieux, nébuleux. Pourquoi qu'elle n'a pas été tout de suite ou le lendemain? Peut-être que quand elle s'était dégrisée, si les deux étaient grises, ça veut dire que si les deux étaient saouls, pourquoi le lendemain, il n'y a pas eu d'affront ou de confrontation plutôt? Bon, pourquoi attendre 2 ans? De consultation, parce que regarde, si deux personnes se rencontrent et commencent à se faire des aveux, et n'étant pas à jeun, je crois que c'est tout à fait normal que une ou l'autre s'appelle, dit je m'excuse, qu'est-ce qui s'est passé hier, même si la personne elle est saoule, elle se souvient au moins une partie de qu'est-ce qui s'est passé. Et si cette histoire ne s'étant pas arrêtée là, c'est que c'est peut-être d'un commun accord qu'elle a dû continuer aussi. Dans une vérité, là, il y a pile et face, c'est une pièce de monnaie. Il y a toujours de côté de la médaille, effectivement. Mais la vérité, là, c'est l'infime partie qui relie les deux. Fait que... Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut... Moi, personnellement, Hugues, je veux comprendre l'aspect technique, l'aspect subtil de ça. Est-ce qu'on parle ces jours-ci de diffamation gratuite? Pourquoi Safia Nolin a été sur les réseaux sociaux et non à avoir un poste de police pour porter plainte? Bon, de se dire, elle a dit qu'elle ne croit pas au système de justice, mais quand même, en dépit de tout, Marlene, je pense que minimalement, on a un système de justice, au moins, ne serait-ce que en apparence, qui arrive à donner justice quand même. Mais on remarque que les réseaux sociaux sont beaucoup plus rapides que le système de justice. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Safia Nolin a dénoncé ça, mais ça fait suite à une vague de dénonciations. Là, on parle de Safia Nolin et Marie-Pierre, mais il y a Alex Nevsky. Ben, exactement. Là, maintenant, il y a le guitariste de Simple Plan. Simple Plan qui a dû quitter le groupe. Attendez. Là, il y a Ubisoft ce matin, le PDG d'Ubisoft Canada qui a été démis de ses fonctions. Et 3 autres, je crois le bras droit du PDG de la Ubisoft en France aussi, qui a été démis de ses fonctions. Et la madame de E.T. là, au Canada, la fille de Mulroney, pas la fille, mais la femme de Mulroney. Oui, de Ben Mulroney, le fils de Brian Mulroney. C'est ça, elle a tout perdu aussi. Là. Ben, il y a ça, parce que moi, ma compréhension de ça, est-ce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, oui, c'est bon. Mm-hmm. Oui, il y a des choses, de l'information qui sont diffusées rapidement, comme dans le cas de George Floyd qui a été tué par un policier aux États-Unis. N'était-ce pas les réseaux sociaux, on l'aurait pas su aussi rapidement. Mais de notre côté, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce la bonne place
pour faire des dénonciations. Est-ce que ça ne s'apparente pas à un peu de la diffamation par rapport à une destruction de vie, destruction de personnalité, de crédibilité de la personne? C'est plus c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on doit laver le linge sale, comme on dit. Ça serait mieux de le dénoncer, mais d'avoir recours à la justice, parce qu'effectivement, il y a des services. Mais tu sais, la justice, elle a deux vitesses, lente et arrêtée. Oui, mais les réseaux sociaux, il ne faut pas non plus que ça déborde. Oui, mais les réseaux sociaux ont aidé beaucoup pour certaines causes. Oui, effectivement, pour certaines causes, mais cette cause-là, bon, avec cette vague de dénonciation, ce ne serait pas mieux de le transposer envers le ministère de la Justice. Ben, parce que ça peut très mal aller après. Ben, justement, Marlene, très mal aller, puis c'est pas une mince affaire, parce qu'il y a même un avocat qui est dans les médias, François-David Bernier, qui a son émission à Cube Radio. Il a écrit un papier, un article, il a dit « J'offre à Marie-Pierre Morin de poursuivre Safia Nolin en diffamation ». Donc, c'est pas un simple mot. Le mot diffamation, quand tu diffames quelqu'un, c'est de dire des faussetés sur la personne par rapport à ce qui est ou à ce qui aurait dû être. Donc, moi, je suis un peu mêlé jusqu'à présent. Safia peut dire qu'elle va appeler, un avocat peut appeler Safia pour lui dire, regarde, moi, je vais t'aider à poursuivre Marie-Pierre Morin pour cannibalisme ou pour agression ou pour intimidation. Ben, écoutez, on ne sait pas si c'est... Bon, on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette vague de dénonciation. Mais nous, on relate les faits. Oui, c'est les faits. Mais pourquoi ça m'inquiète, c'est que lorsque les gens vont dénoncer, est-ce qu'ils ont, exemple, un professionnel qui pourrait les aider? Parce que on sait que quand on dénonce un abus, ben, on est quand même en état stressant. C'est quand même stressant de dénoncer. Donc, est-ce que ces gens-là qui dénoncent ont un suivi après? Parce que le dénoncer sur les réseaux sociaux, après, tu vas te mettre à lire les commentaires. Des fois, ça peut être des commentaires dégradants. Justement. Comment cette personne-là qui va dénoncer mais les fans de Marie-Pierre Morin vont traiter Safia de... Mais on ne sait pas. On ne sait pas après comment ça va. Justement, Marlene... La personne que tu vois à la télévision... C'est un rôle qu'elle joue, c'est une facette. Mais dans sa vraie vie, elle peut être une personne... Je ne parle pas de Marie-Pierre Morin, une personne hautaine, chiante, qui ne regarde pas personne, qui regarde tout le monde du haut du nez, puis qui critique tout. C'est une prima donna. On ne sait pas, on ne connaît pas la vie privée de cette personne, qui elle est hors de la caméra. Oui, mais les gens comme là, cette semaine, j'ai vu une jeune fille, une jeune femme qui dénonçait. OK, on le voyait sur Instagram, elle dénonce ce qu'elle a vécu. Mais est-ce que cette jeune fille-là, elle est suivie par une professionnelle qui pourrait l'aider à cheminer dans ça? Si elle décide de le dénoncer seule, puis elle se met à lire les commentaires, parce que des fois, il peut y avoir des commentaires très blessants. Qui vont te Exactement. détruire. Alors, ces gens-là qui dénoncent comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce que ils sont pris en charge? Moi, c'est là-dessus. C'est ça qui m'inquiète beaucoup quand il y a ces vagues de dénonciation. Puis, Marlene, je vais te lire un extrait de l'article de monsieur Bernier, donc François-David Bernier. Il a dit ceci: si dans un bar et qu'on a une conversation privée avec quelqu'un qu'on trouve déplacé, ou alors que les propos de cette personne nous affectent, on ne peut pas seulement débarquer sur les réseaux sociaux et rapporter les propos de cette personne, sachant très bien que ces écrits détruiront sa vie. On tente au moins de lui parler, lui demander de s'excuser en privé ou par voie d'une mise en demeure confidentielle. Lorsque c'est fait de la manière dont Safia Nolin l'a fait dans le cas de Marie-Pierre Morin, ça pourrait être ça de la diffamation. C'était mais si cette personne n'est pas à son premier geste, et si cette personne l'a fait à plusieurs autres personnes dans le milieu et que c'est seulement Safia qui a le guts de dénoncer, mais regarde, c'est comme quand que le promoteur américain là pour les téléséries,
il y a une personne qui a dénoncé quelque chose, les autres se sont tous tus pendant des années, et par la suite, c'est un après l'autre qui ont commencé à faire la dénonciation. Il y a des personnes qui attendent juste que quelqu'un se lève, et qu'un leader se lève, et qu'eux, ils peuvent suivre la trace et être capable de se décharger de ce fardeau, parce qu'il y a des gens qui gardent ça à l'intérieur d'eux, et ils n'arrivent pas à vivre. Il faut que ça sorte. Alors, quand il y a quelqu'un qui est précurseur, qui le dévoile, mais les autres personnes sont portées à dire, oui, moi aussi, telle chose m'est arrivée. Oui, ils vont suivre, comme le MeToo, il y a quelques années. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc... Oui, mais par contre, en tout cas, je pense que ça va être mieux que tantôt qu'on aille démêler ça avec... quelqu'un, une juriste, parce que je ne sais pas pour toi, Marlene, moi je vois pas encore clair dans cette situation-là, parce que est-ce que tout le monde demain matin peut appeler, puis Hugues, on te voit, puis on monte sur les réseaux sociaux, puis on te bombarde sans pour autre, parce que ça va vite, hein? Oui, mais effectivement, ça va vite. Si ça m'arrive, moi je me présente aux élections, je suis déjà populaire. Ben, ouais, mais en tout cas, j'ose espérer que tu auras un bon avocat pour... Ouais. Et moi, je pense que les gens se lancent sur les réseaux sociaux parce que justement, ils disent que le système de justice est lent. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent bien dénoncer sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils sont assez solides pour recevoir les commentaires Depuis que les réseaux sociaux existent et que tous les gestes des policiers ont été épiés à la lettre, il y a de moins en moins de violences policières envers les personnes aussi. Oui, pour cette cause, oui. Mais quand on parle de situations très personnelles, la question se pose. Alors, on va directement aller parler avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous, en tout cas, en termes de droit, Maître Nada Boumefta. Bonjour, Maître Boumefta. Bien, encore merci pour venir et démêler tout ça pour nous et avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Merci de me recevoir. J'espère que le son est de meilleure qualité. Vous m'excuserez de ne pas être avec vous en studio aujourd'hui, mais présente pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup, Madame Maître plutôt Boumefta. Regardez, on est en train de voir et de comprendre l'histoire de Madame Safia Nolin et de Marie-Pierre Morin, l'histoire rapportée par Madame Nolin, et puis, mea culpa fait d'un autre côté par Marie-Pierre Morin. Mais par contre, je lisais l'article de François-David Bernier, qui est avocat comme vous, qui a même, le titre de son article, c'était « J'offre à Marie-Pierre de poursuivre Safia Nolin en diffamation ». Donc, c'est quoi la diffamation au juste, Maître Boumefta? Tout d'abord, effectivement, toute cette vague de dénonciation-là, on ne peut que la supporter malgré le médium peut-être qui est utilisé. On reviendra sur ce détail-là. Mais est-ce que Maître Bernier semble envoyer comme message, ce qui est clair aussi, les gens doivent le savoir, lorsqu'on attaque la réputation de quelqu'un et en droit civil, on a des moyens finalement de pouvoir mener en justice la personne pour diffamation. Et ce que Maître Bernier mettait de l'avant, c'est que la diffamation n'a pas besoin d'être vérifiée ou véridique. C'est-à-dire que ce qu'on allègue contre la personne, quelqu'un pourrait se lever et dire un peu n'importe quoi et ce qu'il veut. Il faut faire attention à ça et c'est dans le but de protéger ce type de réaction-là des gens qu'il existe en civil un recours pour justement porter plainte. Finalement, Marie-Pierre Morin porterait, pas des accusations, mais porterait en justice finalement les paroles rapportées par Safia Nolin pour réparation. Généralement, on demande de l'argent en réparation de ça. Nous verrons si ça va être mené à bien ou pas. Ce qui est important de savoir toutefois, c'est que d'utiliser les réseaux sociaux peut avoir effectivement des conséquences juridiques, même lorsqu'on est nous-mêmes une victime. Et je voulais en parler aujourd'hui pour dire aux gens, monsieur, madame, tout le monde, de faire évidemment attention à ce qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux, même personnels, même s'ils n'ont pas des milliers d'abonnés qui les suivent. Publier quelque chose sur sa page Facebook devient finalement public. Alors, c'est important de faire attention à ce qu'on diffuse, à ce qu'on écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent et il peut y avoir des conséquences face à ça.
Et puis, je lis, Maître Bernier a dit, la diffamation, en parlant de la diffamation, elle se manifeste de 3 manières, établies dans le jugement de la Cour suprême, prud'homme contre prud'homme. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers, tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. Est-ce que dans cette situation, est-ce qu'on peut dire que est-ce que Mme Nolin avait pour intention de nuire à Mme Morin, d'après vous, D'abord, cette question est bien précise, je vous dirais, et elle revient à un juge, non pas à un avocat, mais si vous voulez mon opinion par rapport à ça, je pense que Mme Nolin se trouverait beaucoup plus dans le dernier critère. Là. Je ne pense pas qu'il y avait une intention de nuire à qui que ce soit, mais encore là, est-ce que j'ai entendu tous les détails et la preuve qui serait démontrée et amenée devant la Cour en civil pour en venir à cette conclusion? Non. Alors, je ne pourrais pas vous dire de façon tranchée qu'elle est dans telle ou telle catégorie. Ce que je peux dire par contre, désolé, toutefois, à vos auditeurs, c'est de faire attention parce qu'on voit très bien que la description des 3 catégorisations où les gens peuvent entrer dans le diffamatoire envers quelqu'un d'autre, finalement, est très large. Alors, un moindre mal, finalement, sur Facebook pourrait mener à des poursuites civiles de la part de la personne qui est visée dans le dit message. OK. Puis, demain matin, X ou Y embarque sur son Instagram ou sur son Facebook ou sur un réseau social quelconque, dit des choses peut-être pas nécessairement fausses sur quelqu'un, mais des choses décousues, des choses qui ne tiennent pas la route. Est-ce que dans ce cas-là, on parle de diffamation tout simplement, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut dire, on peut prendre avec un grain de sel? Ben, en fait, on le voit beaucoup, en fait, dans les réseaux sociaux depuis même la création de Facebook. Il y a des gens qui vont utiliser ce médium-là pour décrier certaines situations, mais vont parfois, et je peux vous donner un exemple très large, très large, en vous parlant, exemple, de nos ministres ou des gens qui sont sur la place publique, qui peuvent se faire critiquer via des commentaires, littéralement, qui sont publics, où les gens se donnent, disons-le, à cœur joie, d'autant non seulement donner des critiques qui ne sont pas constructives, mais d'insulter même la personne. Et ça, on peut le voir, là, on peut aller sur n'importe quelle page de personnalité connue, même sur Instagram, et on voit que les gens peuvent facilement tomber dans le que moi je pourrais catégoriser de haineux. Et ce haineux-là, s'il rentre dans la catégorie de diffamation, je ne suis personnellement pas avocate en droit civil, je ne pourrais vous confirmer, mais est-ce que la porte est là? Est-ce qu'il y aurait place à plus de poursuites pour ce genre de commentaires-là? Possiblement. Et je pense que c'est important que les gens soient au courant que c'est un warning et que ce qu'ils écrivent sur X ou Y peut effectivement tomber dans la catégorie de diffamation. Et si l'individu le désir, pourrait prendre des recours en civil et poursuivre la personne qui a fait le commentaire. Mais en même temps, on voit qu'il y a 2 volets. Sur Facebook, on peut, par exemple, signaler un commentaire, indiquer à Facebook que le commentaire est diffamatoire ou haineux, et c'est à eux que revient la décision de canceller ou pas ce commentaire-là. Mais on n'est pas en cours de justice, on n'est pas devant un tribunal qui doit déterminer s'il y a eu ou non diffamation et s'il y a ou non place à correction en donnant de l'argent à la personne, souvent en échange pour réparation, finalement, des torts qui auraient pu être causés ou qui ont été causés en raison de commentaires ou d'un partage comme ça que les gens auraient fait sur leurs réseaux sociaux. Et n'oublions pas non plus que screenshots, on peut prendre des captures d'écran, les choses restent, alors même des choses qu'on aurait dites il y a 2-3 jours peuvent nous revenir là, en pleine face plus tard. Vous qui êtes criminaliste, comment vous voyez ça? Comment je peux dire ça en termes simples? Comment vous voyez ça qu'une personne a attendu 2 ans pour venir sur la place publique avec ce qui était passé 2 ans auparavant, et le lendemain de l'événement a envoyé un message texte avec LOL à la personne?
qui supposément l'a agressé, la personne qu'elle dénonce aujourd'hui sur la place publique. Vous qui êtes avocat, si vous étiez procureur de Marie-Pierre Morin, comment vous amenez... Ça sera quoi l'argument de défense, justement? C'est une bonne question. Là, vous me mettez vraiment, disons-le, dans une position très précise, d'abord, et c'est une question à laquelle je ne pourrais vraiment répondre avec précision non plus, parce que il s'agit de beaucoup plus qu'un simple message texte. Et à mon avis, bon, d'abord, toute cette histoire-là, à la base, de prendre la place publique pour dénoncer, est-ce que c'est le seul moyen? Est-ce que nos victimes, les gens qui malheureusement, et que j'appuie à 100 000 à l'heure, vivent des situations inacceptables, se retrouvent aujourd'hui face à un système peut-être de justice qui les abandonne et où elles ne désirent pas, ou ils ne désirent pas passer par la police ou passer par un système de justice parce qu'elles ne sentent pas finalement non seulement ce support, mais peut-être ce retour de l'appareil-là d'être écouté. Et j'ai l'impression, et peut-être que vous me corrigerez si je me trompe, mais que les victimes ne cherchent pas nécessairement à nuire justement à l'agresseur, à aller chercher une déclaration de culpabilité, d'amener cette personne-là nécessairement en prison. Je pense pas que les victimes cherchent à ce que cet individu-là, ayant causé des torts, se retrouve avec un antécédent judiciaire et que ça finisse là, que ce soit terminé. Je pense que les victimes cherchent à avoir une plateforme où elles auront, oui, justice en quelque sorte, mais où elles seront entendues. Mais c'est la partie justice en quelque sorte que, en tant qu'avocate et juriste, ça vient profondément me chercher. Parce qu'on a, évidemment, tout ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui est applicable et qui est un droit fondamental dans notre société. Lorsque quelqu'un est accusé ou est pointé du doigt, c'est un principe aussi fondamental de pouvoir être entendu et de pouvoir se défendre. Alors là, on se retrouve dans une situation où c'est par écrit, sur les réseaux sociaux, où tout s'allume et s'enflamme très rapidement, où on met les gens sur la place publique, et on s'est retrouvé avec une réponse de Mme Morin à son tour via une story Instagram qui, à mon avis, bon, est-ce que c'est le bon médium, premièrement, pour s'exprimer? Je le questionne. Est-ce que c'est la bonne façon de se faire justice? Je me questionne. Mais également, est-ce la bonne façon de se défendre? Je me questionne également là-dessus. Et lorsque Mme Morin nous donne sa version de cet événement-là, et par ailleurs, je vais me permettre un commentaire ici par rapport aux 2 ans plus tard, il est très difficile pour des victimes de prendre la parole et de venir de l'avant au moment où les faits se passent, parce que souvent, elles vont se questionner elles-mêmes et même porter le poids lourd de dire, ben mon Dieu, c'est moi qui ai causé ça. Et malheureusement, cette pression-là que ces victimes-là ont sur les épaules fait en sorte que c'est pas facile d'aller crier et de dire que ce n'était pas correct et que finalement, ben oui, c'était pas acceptable. Puis il y a toute une question de consentement. Et quand on n'est pas d'accord comme individu, qu'on soit homme, femme, peu importe de quelle génération, de quelle couleur, de quel âge, nous avons le droit à n'importe quel moment de dire non, je n'accepte pas telle chose. Il s'agit de mon corps, il s'agit de ma personne. Alors, le délai, et ça c'est important aussi pour vos auditeurs de comprendre que lorsqu'on est victime d'une situation dans le genre ou d'agression ou de violence conjugale, il n'y a pas nécessairement le délai là, de pouvoir aller de l'avant et aller en justice. Là. Je veux pas que ça stresse les gens. Ils ont le droit de prendre la parole même des années plus tard pour porter plainte et décrier une situation qui est à la base inacceptable et qui doit être soulignée. Maintenant, par rapport à la défense de Mme Morin, effectivement, le genre de communication qu'il va y avoir avec les plaignants ou la relation qu'il va y avoir avec les plaignants peut faire partie d'une défense qui sera présentée devant la Cour. Et là, on parle à ce moment-là d'une question de crédibilité. Bon, est-ce que le LOL était porté atteinte à la crédibilité de Mme Nolin, ben c'est une question qui pourrait être soulevée effectivement devant un tribunal. Mais de là à dire que parce qu'elle a répondu ça, son histoire est tout à fait fausse, c'est une conclusion qui est, à mon avis, un peu idiote à faire. Et peut-être était-ce un moyen pour Mme Morin de justifier ou d'indiquer qu'il y avait là peut-être un consentement de part et d'autre. Mais tout ça, ce sont encore une fois des questions qui méritent d'avoir plus de détails, qui méritent d'avoir plus de preuves, qui méritent peut-être d'entendre des gens qui étaient présents cette soirée-là, qu'est-ce qu'ils ont observé, donc aller chercher peut-être plus de preuves de part et d'autre.
oui, pour représenter une défense devant la cour, mais également pour juger de la crédibilité de chacun des individus. Et c'est là où le système de justice joue son rôle et est très important, parce qu'on veut respecter, s'assurer de respecter autant les droits de la personne qui est accusée que s'assurer que la victime aussi soit entendue et que sa crédibilité ne soit pas détruite en raison d'une seule réponse qu'on qualifie ici dans cette histoire d'un LOL. Dans ce cas-ci, il s'agit de deux personnalités publiques connues. Dans le cas de Monsieur, Madame, tout le monde, moi j'ai déjà entendu certaines jeunes dames qui disent que bon, je suis là, je suis dans un bar, le gars il est là, il me regarde, mais je souhaiterais qu'il vienne me cruiser, mais il ne le fait pas. Les hommes, pour la plupart, ont plutôt tendance à rester en chum entre eux autres dans un bar, dans une boîte de nuit. Est-ce qu'avec toutes ces vagues de dénonciation, Madame, plutôt Maître Boumefta, est-ce qu'à quelque part, on pousse les hommes de rester confinés, entre guillemets, de leur côté, puis les femmes qui attendent à recevoir, peut-être à avoir un chum, est-ce qu'à quelque part, notre société est en train de changer? Parce que si un homme fait un move, ça risque d'être mal interprété, ou pas juste un homme, si une femme fait un move par rapport à une femme, est-ce que ça peut être mal interprété, puis ça va se retrouver sur la place publique, puis la personne, on veut parler de vie brisée? D'abord, oui, notre société est en train de changer, je vous l'accorde, et je pense que c'est important qu'elle change et qu'on apprenne peut-être de toutes ces histoires-là. Ça, c'est absolument nécessaire. Je pense que il y a un gros cri d'appel au niveau de notre système de justice. Moi-même, étant j'ai prêté serment finalement à ce système de justice-là, et c'est un système que je vous ai protégé. Je pense que déjà ça, il y a un changement. Maintenant, vous me parlez d'un changement peut-être dans la mentalité des gens, donc au niveau de notre société par rapport à l'autre. Je pense que oui, il y a un changement, et je pense que oui, il est nécessaire également dans la tête de chaque individu, que ce soit monsieur, que ce soit madame, et là, je ne veux pas qu'il y ait nécessairement de distinction entre les sexes, dire que les hommes ont nécessairement plus de pouvoir sur les femmes et les femmes ont nécessairement plus de par exemple, pouvoir de manipulation sur les hommes. Premièrement, la violence conjugale, les agressions peuvent avoir lieu de façon verbale, comme elles peuvent avoir lieu de façon physique. Alors, c'est autant psychologique que physique. C'est important de garder ça en tête, mais je pense qu'il est aussi important de comprendre à monsieur, madame, tout le monde qu'il est important de se respecter d'abord soi-même et d'être à l'écoute de soi-même. Si jamais on est dans un mood où on est en train de, on veut cruiser, puis c'est ce qu'on recherche, puis on est, disons-le, consentant, on le sait qu'on accepte ça et que les regards et que, peut-être un petit flirt est possible, mais ce flirt-là, même si on est en ces circonstances-là, si par exemple, je vais donner l'exemple de la femme au bar avec l'homme, si l'homme décide de mettre sa main à une place qui n'est pas correcte et que la dame ne l'accepte pas, son consentement peut changer. C'est correct. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Maintenant, est-ce que ça nous amène à avoir peur d'aller en relation, avoir peur d'avoir ce contact humain-là? Si c'est ce que ça crée en ce moment dans notre société, je vous répondrais que, écoutez, c'est une bonne chose que les gens mettent les freins un peu et comprennent qu'il faut être à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi. Une fois que vous allez avoir compris ça, je ne suis pas psychologue et je ne serai pas là politicienne non plus ou sociologue, mais je pense que si on a cette réticence à l'intérieur de nous, peut-être qu'il faut questionner à ce moment-là nos propres gestes face à l'autre et être à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi également. Je pense que ça va être le plus important, mais est-ce que ça va empêcher les gens de courtiser et d'aller viser un but d'être en couple? Je ne crois pas. Maintenant, est-ce que ça va faire en sorte que, par exemple, monsieur ou madame vont faire plus attention à ce qu'ils font et comment ils sont? Ben, pourquoi pas, si ça fait en sorte que ça va respecter plus l'individu avec qui on partage X, Y moment. Je vois pas pourquoi on n'encouragerait pas ce genre de comportement-là. Maintenant, il faut pas devenir fou non plus. Hein? On va pas faire, on n'est pas en mode isolement, COVID. Covid amoureux. Je veux dire, je pense pas que ça va créer des groupes, c'est-à-dire que les hommes vont vouloir s'isoler et que les femmes n'accepteront plus d'être approchées. Je ne crois pas. Maître Boufta, je ne crois pas. En termes d'agression sexuelle, quelles sont nos limites comme telles? Parce qu'à un moment donné, on ne sait même plus quoi faire. Quelle est la définition comme telle du mot agression sexuelle selon la loi?
En fait, je vais vous répondre avec une suggestion d'écoute d'une vidéo qui est sur Internet, YouTube, accessible à tous, monsieur, madame, tout le monde, et je vous enverrai le lien si vous voulez. C'est une vidéo qui a été même utilisée lors de la formation des juges, et la question n'est pas qu'est-ce qu'une agression sexuelle, mais plutôt qu'est-ce que le consentement. Et où le consentement, où est-ce que la personne peut dire oui, non, et où est-ce que ça s'arrête. C'est ça qui est très important. Et le vidéo, ça s'appelle Cup of Tea, alors un verre de thé. Et on voit, c'est une animation finalement avec deux bonhommes allumettes. Un bonhomme allumette suggère à l'autre bonhomme allumette, est-ce que tu veux du thé? Et là, on parle du consentement finalement, d'accepter de prendre le verre de thé, alors ou de le refuser, ou est-ce que dans le temps, pendant que tu prépares le verre de thé, j'ai le droit de te dire, ah finalement j'en veux plus de thé, merci, c'est gentil. Et est-ce que on soulève toute la question de la personne qui accepte le thé, est-ce qu'elle aime ça le thé? Est-ce qu'elle est fan de thé? Est-ce qu'elle en veut plus? Est-ce qu'elle en veut moins? Alors, ça, c'est un exemple parfait pour vous démontrer qu'il ne s'agit pas du geste posé. On s'en fout de ce que la personne va offrir à l'autre, que ce soit une accolade ou des mots ou un verre de thé. La question n'est pas qu'est-ce qu'une agression sexuelle. La question est plutôt jusqu'où le consentement d'une personne est important et qu'il est important d'être à l'écoute et de savoir que la personne peut retirer son consentement en tout temps. Et il peut être justifié qu'elle le fasse, qu'elle retire son consentement. Exemple, je vais revenir à votre exemple de base, et c'est peut-être là où je vais pouvoir coller un peu plus la situation à des gestes envers une autre personne. Disons qu'on est dans un bar, un homme me fait des yeux, j'accepte qu'il m'approche, nous allons danser sur le dance floor, ça va bien, oui, on se colle parce qu'on danse ensemble. Mais disons, et je vous reviens à l'exemple de la main baladeuse, la main se place à un endroit où moi je n'accepterai pas ou je n'accepte pas sur le moment que sa main soit là, j'ai tout à fait le droit de le refuser. J'ai le droit de retirer mon consentement exactement à ce moment-là, même si la musique est tellement bonne, on est bien, on était dans une ambiance de flirt. Maintenant, il ne faut pas devenir fou, c'est-à-dire qu'à l'inverse, se dire je vais m'empêcher finalement de tout faire, mais ça nous ramène un peu à cet extrême-là de, justement, avant de la mettre ta main, qu'est-ce que tu perds à poser la question à la personne? Est-ce que ça te dérange que je me permets-tu ou mademoiselle? Vous comprenez? Ça nous ramène finalement aux racines du consentement et à l'importance de communiquer, que ce soit face à une personne. Et c'est là où on se retrouve, en fait, je vous dirais, face à un problème de notoriété. Alors, qu'est-ce que fait une personne, exemple, Safia Nolin et Marie-Pierre Morin, face à une personne qui est une superstar, que tout le monde admire, et décide de mettre la main à la place où il ne faut pas. Malheureusement, certaines personnes victimes vont sentir cette pression-là et cette obligation de, tu sais, j'ai de la misère tu sais, en fait, souvent prise par surprise ou ne sachant pas comment dire non. Mais ce n'est pas parce qu'une personne ne dit pas non verbalement que son consentement n'a pas été retiré. Alors, je vous reviens à ça et j'invite vraiment vos auditeurs à l'écouter. C'est Cup of Tea sur YouTube. Ça vous explique le consentement et je crois que ça va permettre à tous et à toutes de comprendre les limites de l'autre et nos limites également, parce que certaines personnes ont peut-être des comportements personnels à re-questionner. Donc, sur leur façon d'agir avec les autres, d'approcher, par exemple, une femme, ou même de traiter une femme, là, et ça, je voulais le mentionner, même lors d'une relation où on est marié, ou c'est ton chum depuis des années. C'est pas parce qu'on est marié ou que c'est ton chum depuis des années que ce consentement-là cesse d'exister. Il demeure important. Il demeure également important de comprendre que pour monsieur et madame tout le monde qui ont des relations, vous avez également une voix. Et s'il y a des injustices, c'est-à-dire une atteinte à ce consentement-là, vous avez le droit de parole. Et sachez que le système de justice, j'espère en tout cas, et j'espère faire partie de ceux-là, tenteront de changer, d'améliorer cet aspect-là pour nos victimes d'agression, malheureusement. Maître, excusez-moi, vous venez de me renverser. Vous parlez dans le cadre de deux personnes mariées. Je peux comprendre des fois, chérie, j'ai mal à la tête, pas ce soir, mais dans le cas autre qu'un chérie, j'ai mal à la tête, pas ce soir, vous êtes en train de me dire que deux personnes mariées, il peut y avoir... une des personnes peut retirer son consentement par rapport à son mari, sa femme, son conjoint? Tout à fait. Oui, il y a des situations où tu peux avoir mal à la tête, tu files pas, et j'espère que le conjoint va respecter ça, que ce soit la femme ou l'homme.
je ne suis pas sexologue, mais il est important de comprendre, et par expérience également, où j'ai représenté malheureusement des gens qui ont fait face à l'État, autant comme victimes, mais autant comme personnes qui ont été accusées. Et ce sont des situations qu'on appelle dans notre jargon juridique de violence conjugale. Ça existe, il y en a, et le consentement peut être autant sexuel qu'au niveau des gestes. Il y a malheureusement des couples et des situations où il y a de la violence physique qui est amenée, la violence psychologique qui est amenée et présente. Alors, avoir une relation avec un homme ou avec une femme dans le cadre d'une relation maritale, ça reste qu'on est des individus à part et qu'on a toujours ce consentement-là et cette force-là de dire non. Alors, si jamais un époux ou une épouse se retrouve dans une situation, oui, en dehors du mal de tête, où j'accepte d'avoir la relation avec toi, où je la refuse littéralement et qu'elle est forcée, c'est une agression, c'est une situation. L'agression existe à partir du moment où la personne a retiré son consentement. Et que ce soit dans une situation maritale, ou dans une situation de one-night stand, ou dans une situation où c'est même des relations amicales, c'est important et il faut que les gens le sachent. Malheureusement, plusieurs vont penser que parce qu'ils sont mariés, il existe une espèce de couverture qui protège un peu cette relation-là au détriment de l'autre. Exact, c'est important de le savoir. Donc, la conjointe, elle a deux choix, soit de divorcer carrément ou bien de porter plainte en justice ou quoi? Ben, en fait, les options au niveau de la victime, que ce soit, et je veux le dire à vos auditeurs, il y a même des hommes qui en subissent de la violence conjugale de la part de leur conjointe. Alors, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Et comme je vous dis, parfois, ça peut être purement verbal, hein, ça peut être purement psychologique au niveau de la violence conjugale. Alors, parfois, certaines personnes ne le verront pas parce que, justement, ils sont dans la relation maritale et pensent que, finalement, c'est de leur faute, que c'est correct et qu'elles doivent accepter ce genre de comportement-là parce qu'ils sont mariés. Il faut faire attention à ça, là. Et je vais vous donner des exemples où le couple a travaillé. Eux, ils ont été en thérapie, ils ont consulté, ils ont essayé de faire un peu plus que d'aller en justice pour tenter d'avoir un casier criminel. La plupart des victimes ne cherchent pas ça face à leur mari ou à leur femme. C'est pas le but. Mais quand c'est extrême et que vraiment on se retrouve dans une situation d'agresseur et de victime, il est important de parler, il est important de, oui, sortir peut-être même de ce milieu-là. Et je vous le dis, le travail d'aller, c'est pas aussi simple que de dire « Ah, il ne m'a pas respecté, j'ai été agressé, c'est fini, la relation est terminée, merci, bonsoir ». Faut pas oublier que la famille est impliquée, il y a des enfants également, souvent dans les histoires. Le couple peut s'aimer. Il y a des couples qui s'aiment vraiment beaucoup. Être victime ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour du tout dans le couple, mais c'est important de le dire, de le dénoncer, d'aller chercher de l'aide, et elle existe. On a la chance ici de l'avoir, et ça peut se faire de façon totalement confidentielle aussi. Ça aussi, les victimes doivent le savoir. Ça peut se faire, il y a des moyens de pouvoir travailler ça. Mais si vous subissez de la violence physique et mentale à un point tel où vous n'avez même plus finalement action sur vous-même, il faut dénoncer, il faut parler. Il y a des moyens également de vous protéger, de vous sortir de ces milieux-là. Maintenant, je vous parle de cas extrêmes. Revenons à notre couple normal. Je pense qu'encore une fois, ça nous ramène à la question de la communication dans un couple et de voir aussi jusqu'où sont nos propres limites. C'est pas parce qu'on est marié qu'on prend pour acquis que tu as le droit de me faire et de faire ce que tu veux, de part et d'autre. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Mais oui, et je tiens à le souligner que même dans les relations conjugales, maritales, avec des enfants, où on vit avec la personne, le consentement demeure la règle d'or et c'est important. Un exemple de violence verbale, maître. Au niveau des exemples de violence verbale, je peux vous en donner plusieurs, malheureusement. Évidemment, ils sont ciblés de cas précis, mais le type de violence verbale peut être de la manipulation psychologique. Par exemple, le fait de façon négative, tu n'es qu'une bonne à rien, tu ne ramasses jamais, tu n'es pas tu n'es pas à la hauteur de la femme que j'ai mariée. Voyons donc, il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas être acceptées. Et de part et d'autre, des femmes qui vont peut-être un peu abuser également de leurs époux, de Y façon. Ça peut être de façon, encore une fois, négative, par des paroles négatives, mais ça peut être aussi, et malheureusement, par des manipulations au niveau de l'argent. Un contrôle sur la personne avec qui on vit, un certain contrôle sur l'autre, ou justement son consentement peut être même brimé
à plusieurs niveaux. Des menaces aussi, c'est une forme de violence mentale, donc de menacer l'individu. Si tu fais ça, je vais t'envoyer une claque. Si tu fais ça, je vais aller tuer tes parents. Si, par exemple, les menaces ne sont pas forcément envers la personne, ça peut être fait envers des membres de la famille, envers des personnes qu'ils connaissent, des traces, exemple, même de jalousie qui peuvent devenir extrêmes, alors qui peuvent se transformer en harcèlement. Alors, toutes ces formes-là, que ce soit en dénigrant, en menaçant, en harcelant, en contrôlant, ce sont là des exemples qui peuvent être catégorisés dans la catégorie de violence conjugale, mais psychologique. Maître, je trouve ça compliqué, les relations de nos jours, parce que dans l'exemple que vous venez de donner, je prends l'exemple du couple monsieur-madame, pour rendre ça plus simple. Madame a mal à la tête, puis monsieur a envie. Mais je trouve qu'il y a une contradiction, ou plutôt une opposition entre le droit ici et la biologie, ainsi que la sexologie, parce que les sexologues disent que généralement, une bonne nuit de tendresse, de romance chasse des maux de tête. Alors, si madame a mal à la tête, monsieur a envie de madame, donc monsieur risque de se faire accuser, même si c'est son conjoint, même si c'est sa femme, au lieu que la relation soit un peu... Bon, je suis d'accord avec le consentement, mais au lieu que la relation soit plutôt naturelle dans le contexte pour le passage du mal de tête. Je prends un exemple comme ça juste pour... D'abord, je pense que c'est important d'en parler, puis je vais prendre le temps d'en parler avec vous, surtout parce que, et je peux parler pour la communauté marocaine, je peux parler pour la communauté même, je pense, maghrébine en général, et nos cultures, en fait, même haïtiennes et compagnie, on a cette vision-là du couple très, très forte. Alors, je comprends un peu vos pas réticences, mais vos flashs peut-être en ce moment de vous dire, mais mon Dieu, les relations sont rendues où? Mais je vous ramène encore une fois au consentement. Il faut pas oublier, on vit aussi dans des cultures peut-être où, bon, le sexe, on a beaucoup de difficultés à en parler, ça peut être un peu plus tabou. On prend peut-être pour acquis que justement, puisqu'on est dans une relation maritale, donc de conjoint-conjointe ou marié ou conjoint de feu, peu importe, cette pulsion-là, sexuelle-là, doit absolument être assouvie entre nous, puisque nous avons juré et porté limite un serment d'exclusivité finalement entre nous, qu'on n'ira pas voir ailleurs pour justement se vider de cette envie sexuelle-là. Certes, mais n'oublions pas que le consentement demeure. Il y a au-delà du mal de tête, on a le droit de refuser de le faire, et permettez-moi, et avec tout respect, il y a d'autres moyens d'assouvir ce besoin, cette pulsion sexuelle-là. On n'est pas forcé d'être deux. Il y a d'autres moyens qui existent. Et là, je ne veux pas aller dans la sexualité nécessairement, n'étant pas sexologue. Maintenant, si on revient à la situation maritale et l'exemple que vous donnez, si madame, malgré son mal de tête, accepte de le faire et elle est bien là-dedans, ben, il est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on sent cette obligation-là et on se sent limite opprimé et qu'on devient un peu, permettez-moi l'exemple pour en avoir entendu malheureusement de victimes, se sentir matérialisé un peu comme un objet qui est là pour assouvir cette pulsion sexuelle-là, ben, il y a peut-être des questions à se poser sur cette relation-là, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de communiquer entre vous? Et la communication demeure même si on est marié, hein, et qu'on a cette pulsion-là à assouvir. Et par ailleurs, cette pulsion-là peut être autant de la femme envers l'homme que de l'homme envers la femme. Maintenant, l'homme étant peut-être plus fort, ou peut-être qu'en raison de cette relation maritale-là, nous avons cette perception du nécessaire d'assouvir et de cet équilibre-là du couple via la sexualité. C'en est un équilibre et ça fait partie de l'équilibre du couple, ça, je vous l'accorde, mais le consentement demeure important. Et si monsieur ou madame vous dit non, ben c'est non. Il n'y a pas de je dois assouvir ma pulsion sexuelle. Ta pulsion sexuelle ne sera jamais une défense et une justification valable devant les tribunaux pour mener à bien une défense, et encore moins de dire devant les tribunaux que parce que c'est ma femme, que parce que c'est mon homme, il a cette obligation maritale-là d'assouvir cette pulsion sexuelle-là, et donc
il ne s'agissait pas d'agression sexuelle. C'est une erreur plus que grave et des propos que même comme avocate, je ne tiendrai jamais devant des tribunaux. Là. Fait que c'est important de garder ça en tête. Maintenant, de rendre compliquées nos relations, je ne pense pas que c'est le but. L'idée est de rendre nos relations plus saines et plus équilibrées. Parlez-vous, communiquez entre vous. Ce qui est tabou ne doit plus l'être. Normalement, on devrait être dans une relation équilibrée, saine, où un et l'autre, et je vous ramène au respect, sont à l'écoute de un et l'autre. Maître, je ne suis pas encore marié. Vous venez de me faire penser. En tout cas, je suis en train de me dire, est-ce que c'est quelque chose que je ferai un jour? Parce que c'est rendu donc bien compliqué, les relations, ça a l'air. Mais il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir vraiment d'une manière où, en tant qu'individu, être humain, nous avons ce pouvoir autant de paroles que de gestes envers d'autres êtres humains. Alors, que vous soyez marié ou même chum, blonde, ou en couple, ou même en relation éphémère, c'est-à-dire que vous voyez la personne que lorsque vous voulez, cette obligation-là, à mon avis, et cette façon de penser devrait rester, c'est-à-dire rester à l'affût, non pas par crainte d'être accusé, mais par crainte d'atteindre la personne. Revenons à la base même du respect de l'humain et de un envers l'autre. On devrait, et on le sait, et par, entre autres, la voie de la religion pour certains, pour d'autres, c'est par des livres, pour d'autres, c'est par des doctrines, pour d'autres, c'est... Mais s'aimer les uns les autres, c'est la base. Je veux dire, à un moment donné, quand on dépasse ça, c'est qu'on devient peut-être un peu égoïste envers nous. C'est-à-dire, on ne pense qu'à nous, et c'est là où des erreurs peuvent arriver. C'est-à-dire où on ne respecte plus l'autre. On a dépassé finalement cette ligne-là du respect, de l'amour pour l'autre. Revenons à nos relations humaines pures et dures. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de respecter l'autre au point, oui, où on devient sensible à son consentement, où on devient sensible à ce qu'elle a à dire, cette personne-là. Et sachez qu'aujourd'hui, les gens qui prennent la parole en public en ressentent ce besoin-là et ce désir de dégager un peu et de crier finalement qu'elles n'ont pas pu crier au moment où ces gestes-là, malheureusement, ont eu lieu. Et la personne qui agresse, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ultimement une mauvaise personne et une personne qui, dans son fond, ne devrait pas être respectée elle-même, mais on revient à ces relations-là, human to human. Si je ne me respecte pas, je ne te respecte pas, que je sois mariée ou pas avec toi, la question peut être soulevée. Et je pense que au lieu de le voir comme un risque et quelque chose qui peut vous freiner, par exemple, à vous marier un jour, ça ne devrait pas être le cas. Au contraire, ça devrait vous mener à des réflexions de recherche de relations où la communication est présente, où le respect est présent et où la ligne de l'autre, on va pouvoir finalement la connaître et comment je peux vous dire ça? Tout ce principe d'équilibre, là, je suis vraiment dans des commentaires hors droit, là, solides, mais je me permets de vous partager mon opinion personnelle là-dessus parce que je pense que c'est important dans le cadre du respect des gens qui vivent des situations, mais aussi des gens qui pourraient en faire vivre des situations comme ça. Alors, il faut être alerte de part et d'autre, mais si on comprend les fondements et la base de l'humain qui normalement devrait être de nous aimer et de s'entraider chacun, ben oui, ça devrait nous faire questionner quand tu vas être en couple, avant de toucher la femme par ses fesses. Ben peut-être qu'il y a une façon de faire avant. C'est un exemple que je peux vous donner, puis ça on peut le voir même dans les bars où la petite tape s'est faite au passage, mais voyons, on se connaît-tu, c'est qui toi? Alors il y a la question de toutes les connues, mais même si c'est mon propre mari, ben dans notre relation, est-ce que moi je l'accepte? C'est des tapes des fesses devant le public ou je l'accepte pas? Si je l'accepte pas, il faut s'en parler. Parce que oui, ça peut devenir un genre de geste où, ben écoute, moi je consens pas à ça, j'accepte pas ça. Mais il faut une communication et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut se retrouver, et chaque cas est un cas d'espèce, dans des cas extrêmes, comme celui que je viens de vous donner, où le mari tape les fesses de sa femme en public, et que la femme se tait, elle garde ça pour elle, elle n'en dit rien. Ben, peut-être que c'est une situation où tu peux en parler avec ton conjoint, puis que ça va cesser, puis vous allez continuer de vous aimer, puis il n'y a pas de cas d'agression sexuelle. Mais si on se retrouve dans une situation où les gestes reprochés, ben écoute, tu lui as dit d'arrêter, puis écoute, c'est clair là que ça marche pas, puis ça va plus loin, mais oui, ça peut être des formes de violence conjugale et effectivement qui peuvent s'aligner à des attouchements ou des agressions sexuelles, mais c'est comme dans tout cas, mon Dieu, est-ce qu'on va par exemple cesser d'encourager des gestes environnementaux
puis commencer. C'est un peu la question du recyclage. Je vais faire une analogie avec ça, là, en vous disant qu'on dit qu'il y a des réchauffements climatiques, la Terre ne va pas bien, et là, on commence littéralement chacun et chacune à avoir une conscience sociale et personnelle par rapport à l'environnement, puis on se dit, ben, coudonc, quand je prends une bouteille d'eau, va-t-il falloir que je fasse même recycler mes couvertures puis mon linge? On dirait qu'on pousse à l'extrême tout, et on pense que ce n'est que les extrêmes qui fonctionnent, puis ça nous freine parfois à poser des gestes positifs, et peut-être même à se remettre personnellement en question face à plusieurs choses, des gestes qu'on aurait pu poser avec d'autres personnes ou qu'on va poser envers d'autres personnes qui, normalement, ne sont pas justifiées et acceptées dans une société où, et je vais recours encore, on devrait tous s'aimer les uns les autres. Que ferons-nous sans nos hommes et nos femmes de loi, maître Nada Boumefta, avocate, criminaliste. Merci beaucoup. À la prochaine. Très instructif, maître. Ben, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup la parole. J'espère que ça a pu éclairer et répondre à vos questions. Évidemment, je demeure disponible pour votre équipe. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et si jamais vos auditeurs ont des questions précises ou se questionnent, par exemple, ou ont des commentaires sur les propos que j'ai tenus, sachez que je suis très ouverte à communiquer avec vous et peut-être à prolonger la discussion sous d'autres forums avec grand plaisir. Merci beaucoup, maître. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Ça a l'air que les relations... Vladimir, je pense que il va se passer des choses dans la communauté. Non, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Parce que je suis tombé en dessous de ma chaise en écoutant Maître Boumefta qui donne des explications par rapport à ça. En tout cas, on va avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'approcher les femmes. Ça veut dire que avant de toucher ma femme, je dois demander la permission. Ben, oui, ça a l'air que oui, d'après ce que je fais. Puis je ne comprends pas pourquoi il y a autant de célibataires. On dirait maintenant les hommes restent d'un côté, les femmes de leur côté. Ou si on est en chum de fille ou en chum de gars. Surtout la femme haïtienne dans la cinquantaine avec la ménopause. La ménopause, exactement. Imagine-toi, hein? J'ai chaud, j'ai froid. Chérie, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ouais. Et si tu me touches, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Je vais appeler Maître Boumta. En tout cas, tu sais, c'est assez drôle que tu viennes de faire ce commentaire-là. On dirait que, tout d'un coup, peut-être que je ne le supporte pas, mais on dirait que je viens de comprendre pourquoi, dans quelques circonstances, dans quelques situations, certains hommes ont une petite bouboute à côté, une maîtresse ou une... Là, franchement, Vladimir, je pense... Je viens de dire certains hommes. Vladimir. Je ne généralise pas. Hey, Marcel, t'écoutes, là? Ben oui. Hein? Ben oui, je parle pas au nom des hommes, je parle de... Hélène t'écoute. Il y a des situations que je connais. Stéphanie t'écoute, Marlène t'écoute, ouais, mais Mr. Divan t'écoute. Il y a des situations que je connais, il y a des hommes qui ont plus qu'une femme. Maître Marois t'écoute. Il y a des hommes qui ont plus qu'une femme. Ben là... Je viens de dire, ce n'est pas une pratique que je cautionne, mais ça existe. Ben, on sait que ça existe, voilà. Mais quand même, là. Hey, Vladimir. Oh! Vladimir, je pense qu'on s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre pour sa chronique habituelle, la santé, c'est richesse. Allô, docteur Jean-Yvon, ça va bien? Allô, ça va bien, merci. Et pour vous? Et ça va très bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler des conséquences du travail de nuit sur la santé. Oh, c'est intéressant. Ok. Et nous saluons Jean-Gary. Bonsoir à Vladimir Gélin. Bonsoir Montréal. Et salut aux auditrices et auditeurs de la radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé, c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon Argent, Mon Comptable, de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. Montréal, Québec, téléphone 514-605-6224. La santé, c'est richesse vous est présentée par Dr. Jean-Yvon Pierre,
docteur en médecine chinoise et acupuncture, ingénieur agronome, spécialiste en phytothérapie, avec la collaboration de Hérodia Lazare et Rosivan Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du travail de nuit sur la santé. Dans de nombreuses industries et institutions, particulièrement les centres hospitaliers et les services de police, le travail de nuit est une partie nécessaire de la journée de travail régulière. Mais les employés chargés de travailler la nuit, que ce soit temporairement ou en permanence, peuvent souffrir d'une variété de problèmes de santé. Travailler durant la nuit force le corps à fonctionner selon un calendrier qui va à l'encontre de ces rythmes circadiens naturels que la mère nature a mis en place. Et voici comment le travail de nuit peut affecter votre santé. D'abord, en interférant avec les rythmes naturels de sommeil, bloquant ainsi la fonction d'élimination des toxines, de réparation des blessures et de réduction de stress qui se font durant la nuit. Également, le travail de nuit augmente le risque du cancer du sein chez les femmes. Et ceci en raison des troubles hormonaux que cette situation-là provoque. Encore, ça augmente le risque de crise cardiaque. Parce que le changement dans les habitudes de sommeil affecte la pression artérielle et la circulation sanguine. Quatrième conséquence, le travail de nuit augmente le risque de dépression par la diminution du neurotransmetteur appelé sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur, un produit chimique sécrété par le cerveau qui est responsable de la bonne humeur et du bon fonctionnement du système nerveux. Et quand ce produit chimique-là diminue dans le sang, ça facilite le stress, ça accélère la dépression. Cinquième conséquence, ça augmente le risque d'accident au travail causé par la désactivation de certaines fonctions clés, comme la conscience et la mobilité. Parce que la personne accuse une certaine réduction dans sa concentration, dans son attention et dans sa productivité, cela favorise les accidents au travail. Encore, ça augmente le risque d'obésité et de diabète, puisqu'il y a un problème de métabolisme, du métabolisme qui vous empêche de bien jouir des aliments et des médicaments que vous prenez. Donc, ça augmente le risque d'obésité et de diabète par l'accumulation de graisse au niveau de l'organisme. Augmente le risque des problèmes gastro-intestinaux, comme la diarrhée et les ulcères d'estomac. Le travail de nuit supprime la mélatonine. Mais la mélatonine est une substance organique responsable du contrôle et de la régulation des cycles de sommeil et de réveil. Lorsque la mélatonine diminue au niveau de l'organisme, donc ça perturbe les cycles de sommeil et de réveil. Et enfin, disons que le travail de nuit prive le corps de la vitamine D. Cette vitamine essentielle pour la prévention de certaines maladies, telles que l'ostéomalacie, le cancer du sein, la prostate, le cancer de la prostate, le cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires et la dépression. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique ne sont à titre éducationnel et informatif seulement. Et ne peuvent remplacer en aucune façon une séance de consultation médicale. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par Messenger ou par WhatsApp au numéro 954 616 36 95. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille. Même heure, même fréquence. 1570 AM CJLV Radio Vertière à l'heure de mon argent, mon comptable. Docteur Jean-Yvon, je viens de vous écouter. Je pense surtout à des cas, des gens, je pense à des médecins qui travaillent de nuit et qui font des opérations nocturnes pendant la nuit.
est-ce que vous êtes en train de me dire, ou plutôt de nous dire, que ces opérations-là sont des opérations dangereuses pour le patient, entre autres, vu que ça se fait de nuit et peut-être il aurait pu avoir une certaine diminution de concentration de la part du chirurgien ou de l'équipe médicale qui opère, qui fait l'opération dans ce contexte-là? Et effectivement, Vladimir, et c'est pour cette raison-là, c'est une excellente question, qu'il y a des formules prescrites pour, disons, pour combattre les effets du travail de nuit sur la santé. Par exemple, il faut éviter l'alcool, parce que en prenant de l'alcool et en perdant des nuits, en passant des nuits sans sommeil, ça diminue encore la concentration, la productivité dont on a besoin pour effectuer ces travaux délicats que vous venez de mentionner là. Il faut éviter la caféine, il faut éviter le tabac, il faut une alimentation saine et équilibrée, il faut éviter les appareils électroniques durant le sommeil et surtout, Vladimir, pendant le travail, durant les pauses, pas question d'aller au téléphone, pas question d'aller consulter la tablette, il faudrait utiliser cette temps de pause-là pour faire une sieste et ça va faciliter le renforcement du système pour ces personnes-là qui perdent les nuits constamment dans le travail. En tout cas, docteur, c'est vraiment agréable de vous avoir parce qu'avec vous, nous apprenons beaucoup de choses au niveau de la santé. Puis j'ose espérer que nos auditeurs et auditrices en apprennent également davantage. Merci beaucoup, docteur. À la semaine prochaine, même heure, même poste. À la semaine prochaine. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Donc, comme vous venez d'écouter, docteur Jean-Yvon, par rapport aux gens qui travaillent de nuit, faites attention pendant que vous arrivez chez vous. Prenez le temps de bien dormir et surtout, prenez le temps de faire une sieste pendant vos pauses parce que je connais des gens qui travaillent de nuit et ces gens-là sont toujours fatigués. C'est normal, on vient d'écouter le docteur Jean-Yvon qui nous donne les conséquences du travail nocturne, mais profitez-en pour bien vous reposer, pour faire des siestes parce que votre santé, votre vie, peut-être la vie des autres aussi qui dépendent de vous, sont nécessaires à cet égard. Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Mégameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameuble.com. Avec prêt auto la caille facile.
prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. De retour sur les ondes du 1570 AM, c'est GLV Radio Vertière, bien sûr. Bon, monsieur Vladimir, cette semaine, il y a eu une rencontre et l'accord Canada, États-Unis, Mexique. En théorie, notre premier ministre Trudeau devrait y assister, devrait y aller à Washington pour signer l'accord. Or, bon, il n'a pas été comme tel. Donc, une rencontre sans le Canada, effectivement. Au lieu que ce soit Los Tres Amigos, les trois amis, finalement, ça a été 2 sur 3. Bon, dans un premier cas, Justin Trudeau, honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un message subtil? On pourrait le dire, mais de notre côté, il a beaucoup à faire aussi ici. Puis Justin Trudeau, contrairement à Donald Trump, c'est quelqu'un qui écoute. Il écoute les gens de la santé. Il est à l'écoute. Ben, c'est ça. Il écoute les gens de la santé publique. Puis on a trouvé que pour lui, ce n'était pas une bonne idée pour aller là-bas, parce que en revenant, il aurait été se reconfiner pendant au moins 14 jours encore. Puis, Dieu seul sait, on parle de déconfinement, que le premier ministre a beaucoup de chats à fouetter ces jours-ci par rapport aux finances du Canada, par rapport à l'aide. À la fameuse fondation? Ben, il y a oui, dans le sens W-E en anglais, oui. Donc, We Charity. Donc, oui. Brièvement, c'est quoi ça? Ben, We Charity, c'est un organisme de charité, un organisme sans but lucratif qui est disponible pour accorder des bourses d'études à des étudiants. Pour la femme. Okay, mais ça veut dire que sa maman et son frère, les deux ont donné des conférences et puis ils ont été payés par cette fondation. Oui, Charité, oui. De même que le ministre des Finances aussi. Exactement, le nom de Bill Morneau a été cité, le nom de même le nom de Sophie Grégoire a été mentionné. Par contre, tu vois, je m'y connais peut-être peu, puis aussi je ne suis pas la personne au Parlement, comment qu'on appelle la personne responsable de l'éthique. Ce n'est pas le premier ministre qui a été touché, c'est son entourage. Puis, ça se peut que je me trompe. Je vois mal pourquoi que les gens, l'opposition, veut mettre ça sur le dos de M. Trudeau. Si Margaret Trudeau, la mère de Justin, Sophie Grégoire, la femme de Justin, le frère de Justin Trudeau, décide de faire une conférence, ou si on a fait appel à ces gens-là, ou si la Oui a fait appel à ces gens-là pour donner une conférence, on est d'accord, même si peut-être l'organisme, c'est un organisme de bienfaisance, un organisme, comme son nom le dit, Charity, un organisme de charité, entre guillemets, mais les gens que l'on consulte, surtout peut-être des personnalités, ne le feront pas toujours à titre gratuit. Mais comme je dis... C'est tout à fait normal. Je vais travailler. Donc, que ce soit la charité W et Z ou bien la fondation Mon Agent, Mon Comptable, si on appelle quelqu'un pour travailler, il faut payer la personne, non? Ben, j'estime que oui. C'est pour ça que je ne commenterai pas. Je vais attendre ce qu'en pense le directeur à l'éthique. Je pense que c'est le commissaire à l'éthique avant de faire quelques commentaires que ce soit. C'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être mieux. Mais vu que ça ne touche pas personnellement le premier ministre ou ça ne touche pas directement un membre de la Chambre des communes, je m'abstiens de tout commentaire. Donald Trump, finalement, il a porté un masque. Gary, c'est comme disait la publicité. Ou dis-moi, est-ce qu'il a peur le fait qu'il a vu que Boris Johnson a atteint du coronavirus? Boris Johnson, et puis Bolsonaro au Brésil l'a atteint. On sait que tantôt on parlait des trois amigos. Ouais. Ça c'est un autre trio. Ça c'est un autre trio aussi, c'est vrai. Johnson au Brésil, Johnson en Grande-Bretagne, Bolsonaro au Brésil, puis Trump aux États-Unis. Ça c'est un autre trio. Ben effectivement. Ça c'est bon que ce qu'on appelle même pas un trio. Ça c'est vraiment les trois amigos. Les trois amis.
Effectivement, écoute, peut-être si demain matin on me disait que Donald Trump aurait pu porter un masque, j'aurais pu dire, bon, je pense pas, je n'y crois pas. Mais Gary, vu que moi je ne joue pas, je ne gage pas, tu devrais peut-être aller jouer au 649, peut-être que tu vas gagner. Puis si tu gagnes, tu vas peut-être te penser à moi. Parce que j'aurais pas cru que Donald Trump allait porter un masque. Mais, comme tu viens de dire, Boris Johnson a été victime de la COVID-19. Bolsonaro, cette semaine, est victime. Peut-être que, il se dit peut-être, si mes amis sont victimes, ne serait-ce que par apparence, je devrais moi-même porter un masque. Donc, il a porté un masque samedi pendant qu'il a été visiter un hôpital militaire. Est-ce que Trump finalement arrivera à la raison? Le temps seul le dira. Gary. Monsieur Vladimir, en Haïti, il y a une sorte de remaniement ministériel ou bien révocation du ministre de la Justice. Remaniement, peut-être pas. Je pense que l'article 1, Haïti Libre Monde avait a sorti un article sous la plume de comment il s'appelle déjà, en tout cas le journal. On a parlé de révocation, carrément du ministre de la Justice. Selon Radio France Internationale, Lucman Delille. Selon Radio France Internationale, c'est une révocation. C'est une révocation. On parle de révocation parce que on dirait que M. Delille a dit plusieurs choses. Il va essayer de faire justice, de sortir des affaires. Peu de temps après qu'il ait fait une déclaration, on lui a remercié et il a perdu. Et puis il a été remplacé par M. Rockefeller Vincent. Ça brasse en Haïti. On dirait que la situation haïtienne... Est-ce que tu es capable d'expliquer brièvement qu'est-ce qui s'est passé, Vladimir? Pourquoi on est arrivé à ce point-là pour révoquer un ministre? Bon, c'est pas un remaniement, là. Non, c'est sûr que c'est pas un remaniement. Non, c'est clair, ça a été... C'est une désapprobation catégorique. C'est vraiment catégorique, Gary. Donc, on a parlé du groupe de gang, le G9 et alliés. Oui, donc, le fameux G9. Donc... ça, Vladimir, brièvement, je pense que c'est tous les chefs de gang qui se sont entendus. C'est ça le G9. Mm-hmm. Ils se sont entendus. Et puis, à la tête de ce G9-là, il y a un ancien policier qui a pour nom Barbecue, comme il s'appelait. Barbecue. Oh là là. C'est comme des chefs de gang s'entendent. Et puis, on est là. Et puis, je pense que ce premier ministre n'était pas en Haïti à cette période-là. Parmi sa déclaration, est-ce qu'il était... Il n'était pas en Haïti. Il était parti quelque part. Quand il est de retour, il a dit, ça s'est passé à cause que j'étais pas en Haïti. Il n'était pas là? Eh bien, bon, quand il est revenu, sa tête il a été révoqué. Carrément. C'est très rare, là. Même en Haïti, j'ai jamais entendu vraiment un ministre révoqué. On peut dire, OK, on fait une sorte de remaniement ministériel, pas de problème, au Canada, n'importe où, ou bien le ministre va démissionner au pire, mais être révoqué. C'est grave, là. Puis, en plus, il avait dit qu'il trouvait ça extrêmement grave, que les bandits armés gagnaient les rues de la capitale, de Port-au-Prince, pour prendre position, pour faire des activités. Puis ce qui, à mon sens, je suis d'accord avec lui, car dans tout pays normal, on ne devrait pas voir une telle situation. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le pouvoir en place est complice? Donc, poser la question, peut-être que ça sera y répondre. Parce que si le ministre de la Justice, la personne qui fait justice, parce que je pense qu'il n'est pas juste ministre de la Justice, il était aussi ministre du territoire aussi, ministre de l'Intérieur par ricochet. Donc, c'est pour protéger l'équivalent du ministère de la Sécurité publique ici, au Québec, au Canada. Donc, je trouve ça mal, je trouve ça de mauvais augure pour le pouvoir. Mais faut pas oublier, Vladimir, il a quand même fait une manifestation ce 7 juillet-là qui vient de passer. Il y a toujours des manifestations. Non, mais avec armes en main, des mitraillettes en main. C'est comme si les polices étaient là, ils sont en train de regarder ça. Et puis là,
comme ministre de la Justice, il faut faire quelque chose. Mais absolument, soit que... Donc, c'est pour ça que par arrêté présidentiel, que Jovenel Moïse l'a congédié carrément. Moi, honnêtement, je trouve ça... si toutefois je devrais donner une opinion... Encore une fois, moi, je suis d'accord avec Jovenel Moïse. Tu es d'accord pour la révocation? Explique-toi. Non, mais tu as nommé un ministre. Le ministre de la Justice, il doit faire son travail. Donc, étant donné qu'il n'est pas capable de faire son travail, on le change. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là qu'il n'était pas capable de faire son travail ou il n'y a pas eu le temps de faire son travail? Et il a fait une déclaration, il n'avait pas commencé à faire son travail. En tout cas, de ma compréhension de la situation, Gary. Non, mais son travail, c'est pas vraiment lui, c'est toute une équipe. Là. Il y a les policiers. Regarde, il y a une manifestation dans les rues, des hommes armés jusqu'aux dents, et puis les autres policiers sont là, on regarde ça passer. Mais, lui, il y a tout ce qu'il a à faire, c'est un mot d'ordre, là. Et soit on arrête ces gens-là, ou bien il y a de quoi à faire. Je suis d'accord, mais faudrait que peut-être qu'il voulait utiliser, je dis peut-être, qu'il voulait utiliser une stratégie pour voir la source, parce que c'est pas normal qu'un pays qui a des bandits armés qui puissent avoir droit à des armes, à des calibres que la police ne possède pas. Alors, de mon point de vue, je conçois mal, dans cette circonstance, la révocation, le décret présidentiel. Moi, à la place du président, j'aurais laissé un certain temps pour que le ministre de la Justice fasse preuve de justice. Là, s'il est incapable, je peux comprendre qu'il aurait pu avoir un remaniement ministériel sans pour autant qu'il y ait révocation. Mais là... Non, c'est sûr que le mot révocation comme tel, c'est de l'humiliation carrément. Là. On vient de d'humilier et ce monsieur-là. Donc, ça veut dire qu'un ministre... Ça veut dire lui, il doit même quitter le pays. Carrément. Effectivement, un ministre de la Justice n'a pas le pouvoir. C'est la première fois que je vais dire ça à la radio. Je pense que Jovenel Moïse a perdu le contrôle du pays dans un certain sens parce que, ou du moins, je ne vais pas nécessairement dire ça. Il n'a pas perdu le contrôle. Non, mais l'interprétation, perdu le contrôle dans le sens que l'interprétation qu'il envoie, les gens de l'intérieur comme les gens de la diaspora ne voient pas ça de bon augure. Non, mais il ne faut pas oublier que comme le cabinet, c'est le cabinet du premier ministre. C'est en théorie. Ça aurait dû être le premier ministre. Si il aurait dû avoir révocation, ça devrait passer par le premier ministre. Là, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord parce que c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Le premier ministre. Donc, effectivement, il a utilisé une situation en droit qu'on dirait ultra viresse. Ce n'est pas, il a débordé son champ de ce n'était pas de sa compétence. Ce n'était pas de sa compétence pour évoquer le ministre. Puis je pense peut-être qu'il peut ordonner au premier ministre de le faire. Effectivement, aussi simple que ça. Peut-être sur recommandation, mais la décision, la lettre aurait. Arrêté présidentiel. Un arrêté ministériel, peut-être que oui, j'aurais pu comprendre. Mais un arrêté présidentiel, personnellement, faut pas avoir... révocant, faut pas avoir... Lucman Delille. Oui, faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre que c'est injustifié. Parce qu'il y a toujours, voilà ce que le professeur a l'habitude de dire, il y a toujours un problème entre ces deux-là, entre le président et le premier ministre. Écoute, on a de la difficulté à amender, à avoir une constitution, bon Dieu. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre pour mettre sur pied la constitution qu'il faut? S'ils ne sont pas capables de faire une constitution, c'est quoi l'avenir de ce pays-là? Voyons donc. Vladimir, les salutations habituelles. Effectivement, puis sans oublier, avant les salutations, 30 secondes, pour parler aussi, il y a un certain homme d'affaires qui s'est fait jeter en prison parce que, d'après ses dires, il a été réclamé l'argent des arriérés pendant le projet de la caravane de l'espoir du président. Il s'est fait jeter en prison parce qu'on n'a pas voulu le rembourser de ses dires. Donc, histoire à suivre. Salutations à Marcel, bien sûr. Marcel, notre Marcel national qui nous écoute, qui nous aime et qui aime la radio. Qui aime l'émission. On ne fait que parler de Marcel. Salutations à toi, ma chère. À toutes nos femmes
de la radio, bon, sans pour autant les énumérer toutes, mais elles s'y connaissent, à tous nos animateurs. J'aime bien entendre leur nom, Vladimir. Bon. Est-ce que tu commences? À toutes les femmes de la radio Vertière, et Maître Madoa, Stéphanie Casimir, Lélène, Miss Liliane, Marlene, qu'elle était là avec nous, ok. Et nos fans masculins, Willy Lebeau. Willy Lebeau. Willy le commentateur, l'homme qui, je l'appelle l'homme qui a des couilles. Regarde, je vois pas d'autres mots pour utiliser. C'est un gros mot, là. J'allais dire graine plein, mais puis nos pasteurs qui prient toujours pour nous, pasteur Wilson, pasteur Bautista. Salutations à vous, ainsi que les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Je pense aux gens qui nous écoutent du côté de la République dominicaine, du Brésil, et Venezuela. Du Venezuela, mais Seigneur Carlos Arsora. Donc, salutations, cher monsieur. Et puis, continuez à nous écouter, les gens qui nous écoutent en Haïti, bien sûr. Restez branchés, toujours, et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Et sans pitié, yo enterré. C'est n'a que frère sans